Bonjour à toutes et à tous, très heureux de vous retrouver à nouveau en direct du plateau de Montrouge pour ce nouveau numéro, ce nouveau rendez-vous que vous connaissez par cœur, désormais 40 minutes. Le direct, un numéro très spécial aujourd'hui, mercredi 8 mars, vous le savez, c'est la journée internationale des droits des femmes, une occasion de célébrer les femmes et de faire le point sur un sujet fondamental, la place des femmes dans la société, car à l'heure où les nouvelles générations se saisissent pleinement de la question des droits fondamentaux des femmes, se dirige-t-on vers une égalité réelle entre les femmes et les hommes? J'insiste sur ce mot réel parce que c'est important. Pour échanger et débattre avec vous autour de cette question, j'ai le plaisir de recevoir Claire Gomard. Claire Gomard, à ma droite, vous êtes cofondatrice de Care Capital, société d'investissement indépendante dédiée à l'activation du potentiel humain des entreprises. J'y suis arrivé. À vos côtés, à ma gauche, Clara Mollet, auteure du livre et du podcast Les règles du jeu, et spécialiste par ailleurs de l'égalité au travail. Avant de commencer ce 40 minutes, le direct, je vous rappelle que vous avez, comme toujours, vous pouvez et vous devez prendre la parole tout au long de cette émission. Vous pouvez répondre à notre sondage, donc qui devra apparaître sur votre écran. Là, si tout va bien, le sondage devra apparaître sur votre écran. Je vous invite à y répondre. Pensez-vous que la loi soit un outil efficace pour atteindre l'égalité homme-femme? Oui ou non? Vous répondez. C'est parti. Et on peut commencer l'émission. N'hésitez pas non plus, parce que je le répète à chaque fois, mais cette émission, c'est aussi la vôtre. Donc, n'hésitez pas à poser vos questions dans l'onglet questions, lui qui est situé en bas à droite de votre écran. Avant de donner la parole à nos invités, direction, s'il vous plaît, notre data room pour avoir quelques chiffres. Alors, comme vous le savez, cette année, le thème de la journée des droits des femmes est « Pour un monde digital inclusif, innovation et technologie pour l'égalité des sexes ». Or, les femmes s'orientent trop peu vers les formations d'excellence scientifique et d'ingénieurs. À titre d'exemple, il y a que 31% de femmes dans les classes préparatoires scientifiques. 31%, c'est peu. Alors, je me tourne vers vous, Clara. Qu'est-ce que vous évoquent ces chiffres et cette tendance-là qu'on vient de voir? Je trouve ça très intéressant dans la mesure où on sait que les filles sont aussi représentées que les garçons à l'école dans les filières scientifiques jusqu'au bac. Elles sont aussi fortes en maths que les garçons, sauf qu'il se passe quelque chose au bac, c'est qu'elles se détournent tout à coup des filières scientifiques. Et jusqu'au bac, niveau paritaire, hein. Tout le monde... Quasiment. Ouais. Il y a quand même pas mal de filles qui font S. Mais en tout cas, il n'y a pas que 30% des filles dans les filières scientifiques au lycée. Et il se passe quelque chose après, quand il s'agit un peu de choisir son orientation professionnelle, c'est qu'elles s'en détournent. Alors, ça peut s'expliquer de plein de manières, l'absence de rôle modèle, la présence d'une culture aussi d'entreprise ou d'un monde qui paraît comme ça, en tout cas de l'extérieur, pas forcément très attrayant pour des jeunes femmes, la culture geek, une incompatibilité avec la parentalité. Enfin, il y a plein de facteurs qui peuvent expliquer que les femmes s'en détournent. Et en fait, ce qui est très intéressant, c'est quand même de se rappeler qu'il n'y a pas si longtemps, jusque dans les années 80, tout ce qui était métier technique, informatique, c'était des secteurs majoritairement féminins. C'est-à-dire qu'en fait, avant que ça devienne des secteurs lucratifs, de pouvoir, Oui. En fait, c'était des secteurs féminins. Et à partir du moment où, en fait, c'est devenu des secteurs de mass market, où les gens ont pu avoir accès à un ordinateur personnel, en gros, donc c'est les années 90, et ben là, les femmes ont cédé du terrain, ont cédé de la place, et leur légitimité à occuper cette place-là a été remise en question. Et ça, c'est quand même très intéressant. Et les hommes sont arrivés. Claire Gomard, qu'est-ce que ça vous inspire, vous, ce chiffre et ces tendances que vient de commenter Clara? Merci beaucoup, Quentin. Pour ma part, j'aurais tendance à dire qu'on pourrait finalement dire, au vu de ces chiffres, que l'égalité homme-femme n'est pas vraiment atteinte encore aujourd'hui. D'ailleurs, quelques autres chiffres à l'appui. La part des femmes au COMEX, des sociétés du SBF 120, n'est que de 21% aujourd'hui. Quand on regarde par ailleurs dans mon marché la part des femmes financées, donc les femmes dirigeantes de PME, elles ne représentent que 3%. Pourtant, effectivement, elles sont à 50% les diplômés des grandes écoles de commerce, à 30% les diplômés des écoles d'ingénieurs, et elles représentent 15% des PME en France. C'est donc 10 000 femmes qui dirigent des PME parmi les 60 000, ce qui fait que ce 3% est bien trop peu. Mais quand on compare finalement donc la part des femmes entre ces sociétés contraintes par des quotas et les sociétés qui ne le sont pas, on voit une nette différence. Donc j'ai envie de dire qu'on a la chance d'être en France et d'être un pays qui a créé des lois pour favoriser en fait l'émergence des femmes au poste de direction.
notamment 45% donc dans les conseils d'administration du SBF 120, alors qu'elles ne sont que 34% dans les sociétés en deçà du SBF, et que la parité est vraiment pas du tout appliquée en dessous. Donc moi je suis assez positive. Je voulais simplement ajouter un élément, c'est que il ne faut pas tenir que l'État responsable en fait de l'évolution de la place des femmes. Je pense que les entreprises sont le cœur de la cité et doivent construire des politiques RH et DEI qui permettent la mise en œuvre de ces lois. Et par ailleurs, les citoyens eux-mêmes ont un rôle à jouer conséquent, c'est de devoir assumer sa différence et partager ses convictions. Alors, on a de la chance d'être en France. Vous venez de dire ça, oui. Claire. Vous en pensez quoi, vous, Clara? On a de la chance d'être en France sur ces questions-là. On reparlera des lois juste après. Oui. Oui, clairement, on a la chance d'être en France sur ces questions-là. On fait partie, même si on n'est pas les premiers élèves, quand même, au niveau international, des pays les plus avancés sur les questions des droits des femmes. On a quand même un arsenal législatif qui se muscle, qui est quand même relativement avancé et qui se muscle. C'est sur tous les domaines confondus, que ce soit le droit du travail, la santé. Aujourd'hui, il y a une proposition de loi de Marie-Pierre Rixain qui est déposée sur la fiscalité pour s'assurer qu'en fait les femmes soient bien considérées comme des sujets fiscaux à part entière et plus seulement parce que notre système fiscal il est un petit peu obsolète, hérité pour certaines parties du code napoléonien. Donc c'est des sociétés qui sont plus du tout en phase avec le monde dans lequel on vit. Donc il y a un nouveau projet de loi qui est déposé aujourd'hui qui est très intéressant. Donc quand même il y a une volonté affichée des pouvoirs publics d'entériner les choses par la loi. Il y a une opinion qui est quand même disposée à parler de ces sujets et je trouve qu'un événement comme celui-ci en est la preuve. Ouais. Donc oui, c'est pas parfait. Il y a beaucoup de choses à faire. Le Covid nous a fait faire un bond en arrière qui prouve que l'acquisition des droits des femmes n'est pas un acquis jamais, même quand les lois sont présentes. Donc il faut être prudent, mais il n'empêche que oui, on a quand même de la chance d'être en France, ouais. Vous êtes déjà 875 très exactement à nous regarder. Vous avez bien raison parce qu'on n'a jamais été autant en direct. Là, on peut dire aujourd'hui à toutes les phrases parce qu'on est le 8 mars aujourd'hui. On discute de ces sujets essentiels. Pour poursuivre ce débat, je vous propose de revenir sur une série de dates historiques que vous avez un petit peu déjà évoquées, Claire. La loi de 1946, par exemple, qui garantit aux femmes dans tous les domaines des droits égaux à ceux des hommes. En 1975, une loi interdit de rédiger une offre d'emploi réservée à un genre, le recrutement. Donc, en 2011, la loi Copé-Zimmermann fixe des quotas de femmes dans les conseils d'administration et de surveillance. Malgré un important corpus législatif pour l'égalité professionnelle, la situation des femmes sur le marché du travail reste plus fragile que celle des hommes. On le constate chaque jour. Sans un arsenal juridique, l'égalité homme-femme ne sera pas possible, selon vous, Claire? Effectivement, donc moi je pense à notamment 3 lois, dont celle que vous venez de citer, Copé-Zimmermann, datant de 2011, qui est une vraie révolution, puisque cette loi exige la nullité des nominations, sauf celle des femmes, jusqu'à ce que le conseil d'administration et conseil de surveillance atteignent au moins 40% pour la part des femmes dans ces sociétés cotées. Ceci est vraiment majeur. Deuxième loi, effectivement, donc la loi Rixain, qui est également majeure, puisque finalement on descend d'un cran et on va au niveau des COMEX et de la population dirigeante des entreprises qui finalement, via cette loi, permet d'atteindre, en tout cas souhaite atteindre 27% pour 30% pour 2027 et 40% pour 2030, sous peine de pénalité financière pour les entreprises de plus de 1000 salariés. Donc ça, c'est également une avancée majeure. Pénalité financière, ça devient sérieux, si je puis dire. Voilà. Un montant égal à 1% de la masse salariale. Et cette troisième loi qui est conséquente aussi et qui vise à réduire les inégalités salariales, c'est l'indice d'égalité femmes-hommes qui date de 2018 et qui, en fait, note les entreprises sur 100 sur base de 5 critères, dont la suppression des écarts de rémunération, dans la même chance d'avoir une augmentation pour les femmes et les hommes, dans la même chance d'avoir une promotion pour les femmes et les hommes, et enfin l'augmentation de salaire garanti au retour de congé maternité. Donc ça permet le name and shame. Et ça permet par ailleurs la mise en avant des rôles modèles, des entreprises rôles modèles. Et donc le dirigeant, donc le DG, est vraiment jugé sur sa capacité à faire évoluer cette note et
Et donc, l'entreprise doit aujourd'hui vraiment prendre en considération les parties prenantes et leur bien-être. Prendre en considération et faire preuve de transparence aussi, parce que on le sait bien, les lois et les engagements, hein, c'est important, mais derrière, il faut que la réalité et les faits suivent. Clara, qu'est-ce que ça vous inspire, vous, ce que vient de dire Claire, et cette question de l'arsenal juridique? En fait, je trouve que c'est quand même positif. On va dans le bon sens. Il y a des progrès. Je trouve qu'encore une fois, la dimension un peu coercitive de la loi est nécessaire. Il y a des débats sur les quotas, il y a des débats sur est-ce qu'il faut un peu forcer les choses. Moi, j'y crois. Je crois que oui. Je crois qu'en fait, un des grands éléments qui permet de faire évoluer les mentalités, c'est la représentativité. Plus il y aura de femmes, et moins ce sera une question. Ouais. Sauf qu'en fait, si on attend que le mouvement se fasse de manière spontanée, le Forum économique mondial disait qu'on en avait pour 136 ans. Alors ça, c'est tous les éléments de la société confondus au niveau international. Mais je veux dire, ça nous laisse quand même imaginer l'horizon de temps nécessaire pour que les choses se fassent naturellement. Et donc, dans ce contexte-là, je trouve que les lois, elles ont c'est des facteurs d'accélération qui correspondent aussi à un niveau de maturité de la société sur ces questions. Les lois, elles reflètent aussi là où on en est. Les gens sont prêts à mettre le sujet sur la table. Les gens ont envie de voir les choses évoluer sur ces sujets. Donc, même si ces lois sont pas toujours appliquées, il y a des rapports récents. Là, on commence à avoir un tout petit peu de recul. Par exemple, la loi Rixin qui a été votée en 2021. Les notes, les sanctions, comme ils avaient un horizon de temps pour appliquer les choses. Les sanctions sont pas encore effectives aujourd'hui. Donc, les entreprises mettent du temps à vraiment mettre en place les politiques nécessaires, etc. Donc, oui, c'est pas parfait. Mais enfin, ça a au moins le mérite d'exister et d'envoyer les bons signaux. Claire Gomard évoquait rapidement des pénalités financières. Est-ce que vous en pensez quoi de ça? Est-ce que quand ça fait comment dire, ça fait très punition, quoi, très punitif, mais est-ce que, voilà, il faut parfois en passer par là? Oui, absolument. Moi, je pense qu'il faut en passer par là. De la même manière, encore une fois, que les quotas de femmes, c'était très décrié parce qu'on dit, mais enfin, nommer une femme juste parce que c'est une femme, est-ce que ça questionne pas sa légitimité, etc. Évidemment que c'est imparfait, mais ça a le mérite de forcer le mouvement, de l'accélérer et de faire en sorte qu'il y ait de plus en plus de femmes au poste de responsabilité, parce que c'est quand même ça la question. C'est les femmes au poste qui ont le dernier mot, quand on parle juste du marché du travail, par exemple. Et c'est ça qui change le paysage, c'est ça qui change les mentalités, c'est ça qui va faire que nos biais cognitifs à tous, sont un petit peu estompés, et qui fait qu'en fait la place des femmes à ces postes-là va être normalisée et sera encore une fois de moins en moins une question. Eh bien, nous reparlerons des biais cognitifs tout à l'heure, Clara. Vous êtes près de 1000 à nous regarder. Merci infiniment de votre participation. Ça montre que ce sont des sujets importants qui vous touchent. Et si j'en juge par le nombre de questions que vous avez d'ores et déjà posées en direct, eh bien, cela confirme l'intérêt de notre discussion. On en est absolument ravis. Cette émission, vous le savez, c'est aussi la vôtre. Nous sommes donc allés à la rencontre des collaborateurs et on leur a posé la question suivante. Selon vous, quel est le plus grand défi auquel les femmes sont confrontées aujourd'hui? On écoute leurs réponses. Le défi des femmes aujourd'hui, pour mon point de vue, c'est de pouvoir allier la vie professionnelle et la vie de mère. Alors selon moi, en 2023, les combats qui pourraient être menés pour la femme, ça serait plus de protection et pouvoir leur donner la possibilité de se sentir du coup protégées d'un point de vue pénal, par exemple. J'ai l'impression, enfin de mon point de vue, qu'elles ne se sentent pas tout à fait estimées à leur juste valeur et qu'elles ne peuvent pas forcément avoir la défense qu'elles mériteraient d'avoir. J'aimerais bien qu'en tant que femme, on puisse revendiquer notre égalité avec les hommes dans tous les champs et se permettre plus de choses sans tout le temps passer par des mouvements de revendication qui se présentent souvent contre les hommes ou en nous réfugiant derrière le féminisme que je trouve parfois un petit peu virulent. Alors pour moi, le plus grand objectif pour les femmes maintenant dans notre société, c'est qu'elles soient autant écoutées que les hommes en 2023. Car même si on se bat encore pour que ça soit mis en place, il faut que ça soit encore ancré, que ça soit une norme dans la société, et aussi que les salaires soient en fait égaux et qu'on soit tous écoutés de la même manière que les hommes. Retour en plateau, merci infiniment, chers collaborateurs, d'avoir répondu à cette question et d'avoir donné vos points de vue. Vous avez vu toutes les deux acquiescer parfois, vous étiez assez expressives. Vos réactions, Claire, Clara, qui commence? Très bien, avec plaisir. Pour moi, je pense que le plus grand défi, c'est vraiment de croire en soi, oser croire en soi, se donner les moyens, ne rien lâcher et ne jamais abandonner. En fait, c'est ne pas écouter ceux qui vous disent que vous n'y arriverez pas. Ne pas écouter les personnes qui vous communiquent leur peur, ça c'est clé. Ouais. Et dans tous les cas, on est là pour apprendre, pour rater, pour se le relever. Je pense que la vie
pas linéaire et nous avons tous des talents et des envies. L'essentiel, c'est vraiment de se donner les moyens et d'honorer en fait les talents et de se mettre en ordre de bataille pour les exploiter, les faire grandir. Donc, j'ai envie de dire, osez vous exprimer et puis osez challenger votre fratrie également et faites ce que bon vous semble. Et ne pas écouter ne pas écouter les gens qui communiquent leurs angoisses. Clara. Il y a encore du travail. Parce qu'en fait, dans les témoignages, là, ce qui est intéressant, c'est qu'il y a beaucoup de champs qui sont couverts. Il y a effectivement la question de la légitimité, de la place des femmes, de la prise de parole, de l'égalité salariale, du système juridique. Ce jeune homme là qui parlait de la protection des femmes. Donc, il y a encore quand même pas mal de choses à faire. Moi, ce que je trouve intéressant, c'est effectivement dans cette question de la légitimité des femmes, cette question de pourquoi est-ce que les femmes ont tant de difficultés parfois à prendre leur place et à se faire entendre. Effectivement, je rejoins Claire sur le côté faire fi en fait du regard des autres, s'affranchir du syndrome de l'imposteur, du syndrome de la bonne élève, etc. Mais je crois quand même aussi très fort, encore une fois, au pouvoir de la loi et au pouvoir en fait à la volonté politique des entreprises de faire évoluer leur culture en interne. Je crois que c'est quand même un chemin à double sens. Je pense qu'en fait, oui, les femmes, sans doute, il y a des choses culturelles dont on hérite, dont il faut s'affranchir pour s'exprimer pleinement au travail. Mais je pense aussi que tout le fardeau de la responsabilité de l'égalité ne peut pas revenir aux femmes. On se bat contre des moulins à vent quand on est dans une entreprise qui a une certaine culture, etc. On peut pas tout changer toute seule dans son coin. Donc, je trouve que c'est très encourageant aussi de voir des entreprises qui s'emparent de ces sujets et qui communiquent et qui s'engagent, parce que je pense que ça, c'est indispensable pour avancer. Vous parlez du syndrome de l'imposteur. J'avais lu une étude qui disait que les femmes étaient plus exposées au syndrome de l'imposteur que les hommes. Or, de façon évidente, je trouve, il devrait y avoir parité là-dessus. Il n'y a pas de raison que les femmes se sentent davantage concernées par le syndrome de l'imposteur. Ouais. Je voulais juste rajouter une chose, sur la maternité, parce qu'on n'a pas parlé. Il y avait un témoignage sur la maternité. Absolument. Évidemment, un chiffre, 43% des femmes qui ont un deuxième enfant quittent le marché du travail. Donc en fait, quand on pense aux obstacles quand même professionnels dans la vie des femmes, la parentalité, le fait de devenir mère, ça reste peut-être le premier. La fameuse charge mentale. La charge mentale, les contraintes financières, le fait qu'on soit pas payé de la même manière, donc qu'on puisse pas toujours s'offrir l'aide dont on a besoin, etc. C'est un peu un cercle vicieux qui commence dès les toutes premières années professionnelles. Et là, on retombe sur le sujet de la loi, si je puis me permettre, parce que le congé paternité, le congé deuxième parent, c'est quand même, selon moi, une solution qui passe par la loi, qui peut résoudre ce problème-là. Et ça me semble vraiment fondamental comme chantier à explorer, quoi. Claire Gomard, la loi, pour répondre à ce problème du quotidien, là aussi, il y a des avancées. Les congés, effectivement. Oui, totalement. Je pense que les congés de coparents sont une très très bonne solution. Permettre aux parents d'avoir le choix de qui prend les congés. Ça permet à l'enfant d'être bien accueilli et aux deux parents de s'impliquer, de s'engager de manière paritaire dans le développement de l'enfant. Merci à toutes les deux. Je vois que vos questions se multiplient, ce qui est formidable. Vous êtes toujours environ 1000 à nous suivre. On va parler d'entrepreneuriat. Maintenant, aujourd'hui, les femmes qui se lancent dans l'entrepreneuriat ont 30% de chances en moins que les hommes d'obtenir des financements. Vous avez toutes les deux un passé dans la finance de marché et la finance d'entreprise, et vous avez aussi pour point commun d'être engagés aujourd'hui pour l'émergence des femmes dans le monde professionnel et dans l'entrepreneuriat. Quel regard portez-vous sur votre propre entrée dans le monde du travail, et qu'en est-il pour les jeunes générations de femmes aujourd'hui? Je précise que vous êtes toutes les deux quand même jeunes. Merci beaucoup, Quentin. Alors moi, je dirais que mon entrée dans le monde du travail, ça a été un vrai choc. Parce que j'étais donc dans un monde très masculin, et en fait ça a été pour moi le moment où j'ai un peu réalisé que le fait d'être une femme allait être une variable de l'équation, quoi. C'est pas forcément quelque chose dont j'avais conscience avant. Vous l'avez pas réalisé, vous? Non. Ouais. Ce qui est un privilège aussi, c'est-à-dire que jusque-là, en fait, ça avait pas vraiment été une question, et puis tout à coup, en travaillant, j'ai compris, parce que le regard que les uns et les autres posaient sur mon travail ou ma parole ou qui j'étais, ou parce que moi-même j'avais des attitudes. Vous parliez tout à l'heure du syndrome de l'imposteur, entre autres, qui était un petit peu contre-productive au travail. J'ai pris conscience des biais dont j'étais moi-même pétrie, de l'héritage en fait socioculturel qui m'avait façonné sans que je m'en aperçoive, et qui était quand même, dans mon cas, un handicap
au travail. Alors ça n'a pas été une fatalité, puisqu'en fait je m'en suis rendu compte et il y a quand même des choses qu'on peut faire pour s'affranchir de tout ça. Mais le regard que je porte sur la jeune fille que j'étais quand j'ai commencé à travailler, c'est quand même effectivement, je pense que ça m'aurait fait gagner beaucoup de temps de travailler dans une entreprise qui parle de ces sujets, qui parle de biais cognitifs, qui parle et qui encourage les femmes à prendre leur place. Je pense que ça m'aurait fait gagner beaucoup de temps, d'énergie, de matière grise. Ouais. On reparle des biais cognitifs tout à l'heure, Claire Gomard. Oui, pour ma part, je pense que les choses ont tout de même un petit peu évolué. Donc quand j'ai intégré la Société Générale en 2007 en salle des marchés, donc après mon MBA, j'étais la seule femme parmi 20 graduates en fait à rejoindre exactement. Donc on a été 3000 à postuler et finalement ils en ont reçu 250 durant un petit week-end de sélection et on était peut-être une vingtaine de femmes. Donc c'est vrai que là, donc on voit les chiffres. Donc ça c'est un premier sujet. Aujourd'hui, je pense qu'elles seraient beaucoup plus nombreuses. Deuxième élément, c'est effectivement les croyances limitantes. Donc se posait pour ma part le sujet de la légitimité. Et donc c'est vrai que le souhait de plutôt cacher ma différence par rapport aux autres avant d'avoir fait la preuve de mes compétences pour ce poste. Et donc c'est vrai que je cachais pas mal mes attributs de femme, donc plutôt à porter des costumes comme les hommes, sans maquillage, sans vernis, et puis à vouloir me fondre dans cette masse d'hommes blancs dominants. Mais aujourd'hui, je pense qu'effectivement le monde a changé. En tout cas, il est plus simple de se faire embaucher en tant que femme et de faire sa place. Tout d'abord parce que c'est un sujet de société aujourd'hui, mais tout de même, casser les plafonds de verre est toujours compliqué. Maintenant, les quotas aident, mais surtout sur les grands groupes et pour ces postes à haut niveau. Merci à toutes les deux. Il y a un domaine où la féminisation se poursuit et où les jeunes femmes sont davantage représentées, c'est dans le sport, et particulièrement dans le sport de haut niveau. Nous avons recueilli le témoignage de 2 jeunes femmes qui sont sportives justement professionnelles. La première est rugby woman et la deuxième est championne de bobsleigh. On va tout de suite écouter ce qu'elles ont à nous dire. Alors, je vis très bien mon statut de femme dans le milieu du sport de haut niveau. J'ai de la chance de pratiquer un sport où il n'y a pas de différence entre les hommes et les femmes, où les hommes aident les femmes et les femmes aident les hommes. Et du point de vue féminin, j'essaye d'être un exemple auprès des plus jeunes, d'inspirer ces petites filles qui, j'espère, deviendront de grandes sportives également. Mon ressenti, ce qui est différent, c'est que les femmes ont toujours besoin de plus prouver. On a toujours besoin de prouver qu'on est plus forte, qu'on est plus rapide, qu'on est plus explosive, que c'est pas de la chance. On a aussi, même quand on est forte, rapide, musclée, athlétique, il faut qu'on prouve qu'on est quand même une femme, qu'on est féminine. Ce qui manque aujourd'hui, nous, pour les femmes, ça va être tout ce qui est reconnaissance, que ça soit médias et tout ce qui en découle après. Il faut que les instances nous suivent parce que je pense que toutes les sportives de niveau, que ça soit dans n'importe quelle pratique, notre implication, elle est à 100%. Et on arrive un peu à la limite de l'amateurisme où que le niveau continue d'augmenter, mais que nous, on aimerait plus s'entraîner, on aimerait mieux s'entraîner. Et parce qu'on a des objectifs, on est content d'être là et je pense qu'il faut qu'on évolue tous ensemble. Ce qui doit changer pour moi dans le milieu du sport, c'est le regard des autres. Mais que ce soit dans le sport ou dans le travail, dans le quotidien, c'est vrai que c'est le regard des gens qui doit changer. On doit être considéré comme tout le monde. Et c'est, je pense, le plus difficile à faire parce qu'une mentalité à changer, c'est très compliqué. Mais c'est ce qui est le plus pesant au quotidien, c'est le regard de l'autre. C'est le jugement, la critique, l'analyse. Voilà. Qu'est-ce que ça vous inspire à toutes les deux, ces témoignages de sportifs de haut niveau ? Moi je trouve ça très touchant et puis je trouve que ça met tellement en valeur 2 choses. La première, c'est quand même la question de l'argent. C'est ce que disait la rugby woman en creux, c'est que quand elle parle de la reconnaissance médiatique et tout ce qui en découle, c'est aussi quand même les rémunérations. L'écart dans tous les sports d'ailleurs entre hommes et femmes, c'est inexplicable.
Et je pense qu'effectivement, le fait de toujours considérer le sport féminin comme une sous-catégorie du sport, c'est un problème en soi, mais qui reflète, voilà, le regard que porte la société sur et surtout un petit peu la limite que la société met aux femmes. C'est-à-dire, c'est un petit peu ce qu'on disait sur l'informatique au début d'émission. C'est-à-dire, dès qu'il y a des enjeux financiers quelque part, les femmes n'ont pas le droit de citer, quoi. Donc ça, c'est important. Et le deuxième sujet, moi, qui me vient à l'esprit quand je les écoute, c'est l'importance des rôles modèles. C'est-à-dire, ça change par la représentativité. Donc les pionnières comme ces deux jeunes filles, c'est plus dur parce qu'elles ouvrent la voie, mais plus il y en aura, plus il y aura des petites filles qui se diront bah moi aussi je peux y arriver et les choses pourront à mon avis changer comme ça. Mais c'est vrai que ça prend du temps et puis pour les premières c'est pas évident, quoi. Tout prend du temps, y compris dans le sport finalement. Claire Gomard, une réaction? Oui, effectivement. Donc pour ma part, déjà je trouve que le sport requiert une discipline sans faille pour jouer à un niveau professionnel, et la féminisation du sport est encore vraiment trop fragile. Et notamment la difficulté d'accès au financement, sans vouloir faire référence à la dernière déroute de Clarisse, qui pour moi est inacceptable. Ouais. Et aussi, je voulais simplement ajouter que l'univers du sport, nous en parlons énormément dans la finance et le monde de l'entreprise. C'est un univers inspirant qui donne des clés pour savoir se battre, et qui met en avant le sens du collectif. Donc, pour gagner, il faut être obstiné, il faut aimer l'altérité. Et on prend souvent ces valeurs-là du sport pour aller plus loin au niveau de l'entreprise. J'avais moi-même affiché derrière mon bureau la photo d'une mêlée d'une équipe de rugby pour indiquer que voilà, seul on va pas si loin que ça, et c'est ensemble qu'on construit le succès. Donc je pense que le sport a beaucoup à développer les compétitions féminines, car ces femmes disposent de force mentale vraiment exemplaire, et notamment la résilience, la persévérance. Et pour moi, c'est un univers clé à vraiment développer. Belle image, en effet, symbolique que celle de la mêlée que vous venez d'écrire. On continue, le temps passe, et vous êtes nombreux à nous poser des questions, donc j'essaie d'être efficace rapidement. Dans sa vie, une femme peut vivre des difficultés dans la promotion interne. Je crois qu'un collaborateur de Crédit Agricole en a parlé tout à l'heure dans son témoignage. Certains biais cognitifs, là on va parler à une spécialiste parce que Clara, vous en avez déjà parlé plusieurs fois, certains biais cognitifs freinent l'avancée des femmes dans leur parcours professionnel. Est-ce qu'on peut en dire plus sur les biais de genre et quelles solutions on peut trouver rapidement? Les biais de genre, c'est un peu le cœur du réacteur, quoi. C'est un peu le nœud de l'intrigue, entre autres. Les biais de genre, c'est tout simplement le fait de considérer, de porter un œil positif sur une attitude un peu assertive quand elle vient d'un homme, et négatif sur cette même attitude quand elle vient d'une femme. Donc ça veut dire qu'en fait, une femme qui demande une augmentation, qui se porte volontaire, qui fait entendre sa voix, qui prend sa place, etc. C'est-à-dire une femme qui dit qui prend vraiment pleinement sa place, au sens de vraiment, elle s'accorde le droit d'exister. C'est un petit peu ce que tu disais, Claire, juste avant, c'est-à-dire ne pas avoir peur du regard de l'autre et vraiment y aller quand même. Et elle prend le risque, en fait, d'être mal perçue. Et en fait, je pense que tout le syndrome dont vous parliez tout à l'heure, le syndrome de l'imposteur, de la bonne élève, etc., sont des conséquences du fait qu'on a aussi intégré qu'il y avait quelque part un risque à courir, à sortir du bois, à prendre la lumière et à aller chercher les opportunités pour nous-mêmes. Et en fait, quelque part, quand on prend un peu de distance par rapport à ça, on s'aperçoit que ces fameux syndromes de l'imposteur ou de la bonne élève, c'est des choses dont on se défait jamais vraiment, qu'il faut accepter, je pense, de vivre avec. Et en fait, il faut accepter la dose de transgression et de désobéissance qui vient avec les biais cognitifs. C'est-à-dire que dans le monde de l'entreprise, il faut accepter le fait qu'on désobéit toujours à quelqu'un quelque part quand on va chercher les opportunités, quand on va au-devant de nos ambitions, quand on assume, quand on demande plus d'argent, etc. Oui, il y a éventuellement un risque d'être moins bien perçu, de perdre en capital sympathie et autres. Mais moi, ce que je crois, c'est que le plus grand risque de tous, c'est de pas y aller du tout. Et comment on lutte contre ça? Je pense que voilà, en tant que femme, en ne se restreignant pas et en assumant d'aller vraiment au bout de ses ambitions, et du côté des entreprises, en parlant. Moi, je crois que faire vraiment ouvrir le débat, faire un petit peu de la formation, enfin parler de ces sujets, définir que sont les biais cognitifs pour que les gens en prennent conscience. Parfois, on n'en a pas conscience en fait, alors qu'on en est hommes et femmes tout autant victimes. Donc ça, c'est, je pense, une solution assez puissante. Sarah Mollet, je sens que vous pourriez parler de ce sujet des heures. Claire Gomard, une réaction sur la notion de biais? Oui, effectivement. Donc moi, si je vous dis médecin ou ingénieur,
à qui vous pensez, à quelle image vous avez de ce médecin et de cet ingénieur. Et si vous cherchez dans Google, eh bien, vous allez tomber sur l'image d'un homme. Donc voilà une bonne illustration de ce qu'est un syndrome biais de Getty genre. Images, syndrome banque d'images. Exactement. Des clichés. Voilà. Donc ce sont effectivement des biais qui sont inconscients, mais qui agissent chez la majorité d'entre nous et reflètent finalement des associations que nous avons intégrées au fil de notre vie. Donc le premier élément, c'est de se dire, il faut en prendre conscience. La prise de conscience de ces biais est une première étape. Et la deuxième étape, c'est finalement de se dire comment faire pour aller outre et donc prévenir à travers des processus de recrutement anonymisés, du mentorat, et puis piloter l'entreprise à travers d'autres KPI que le chiffre d'affaires et la marge, mais la part des femmes à salaire égal, à travail égal, salaire égal, la part, le taux de confiance, la diversité, tous ces éléments-là pour permettre d'avancer. Merci Claire Gomard. Clara Mollet, il vous reste 3 minutes pour répondre à une question, à vos questions, parce que c'est l'heure de répondre à vos questions que vous nous avez posées en direct. Clara Mollet, vous allez nous quitter pour d'autres aventures, donc je vais commencer par vous. Beaucoup de femmes refusent les codes de conduite des cercles dirigeants. Comment est-ce qu'on peut faire évoluer ces codes? Vous avez 3 minutes. En fait, alors par les codes, les codes, enfin les attitudes des cercles dirigeants, sous-entendu des cercles dirigeants masculins. Beaucoup de femmes refusent ces codes. Alors en fait, moi, le principal message, c'est de ne jamais se trahir. C'est-à-dire, je pense que les stratégies qu'on peut mettre en place d'effectivement d'essayer pour essayer de s'intégrer à un groupe, d'absorber en fait les codes de ce groupe pour se faire accepter, au mépris parfois de sa nature profonde, je pense que sur le long terme, c'est toujours un mauvais calcul. Ça veut dire qu'une femme qui sera profondément heurtée, moi par exemple, quand j'étais en trading, etc., tous les samedis, mes collègues allaient jouer au foot. Bon, bah moi, j'aime pas le foot. De toute manière, j'étais pas invitée. Et vous avez le droit de pas aimer le foot. Et voilà. Mais problème. du coup, c'était aussi des moments. C'est un code de cadre dirigeant entre guillemets, parce que c'était aussi des moments de comment dirais-je, où des liens se créaient, y compris des liens professionnels. Voilà. Donc c'était aussi des choses excluantes pour moi. Donc il fallait que je trouve des stratégies de contournement pour professionnellement pas me laisser me distancer. Mais je pense qu'il y a toujours des manières de faire sans se trahir. Moi, je crois que se contorsionner, faire rentrer un rond dans un carré, c'est jamais une bonne stratégie sur le long terme. Et je crois que les cultures évolueront avec les rôles modèles. Et les choses changent, elles changent doucement. Mais plus les femmes s'accorderont toutes les chances de réussir, d'accéder au poste, si elles le souhaitent, de décision, et plus le fait de la normalisation de la présence des femmes au poste à responsabilité changera la culture, les mentalités, les biais, etc. Donc je crois très très fort au rôle modèle, moi. Clara Mollet, merci pour cette réponse. Donc, je vous salue, je vous dis au revoir. Donc, merci beaucoup. Merci de votre présence et puis, longue vie à vous. Merci. à très bientôt. Claire Gomard, on va terminer cette émission 40 minutes le direct tous les deux non, parce que vous êtes toujours 1000 à nous regarder. Voilà, le chiffre n'a pas désempli. Donc, c'est plaisant. Et donc, on vous remercie de vos questions. Il y a notamment cette question qui vous est destinée, Claire, c'est Inès qui vous pose cette question. Merci Inès pour votre question. Comment prouver sa légitimité en tant que femme, notamment lors de discussions assez masculines? Et là, c'est un clin d'œil direct. Est-ce que vient de dire Clara Mollet avant de partir? Merci beaucoup Inès. Question très intéressante. Et j'aime bien cette question pour moi-même l'avoir vécue les premières années. Maintenant, j'en souris. Je vais peut-être rappeler 2-3 éléments que j'ai pu vivre. Effectivement, les drinks du jeudi soir à Londres entre collègues après le boulot, c'était le meilleur moyen finalement de créer du lien et avec ses collaborateurs et ses managers. Mais c'est vrai que quand on est la seule femme et qu'il parle de foot, de rugby ou de cricket et qu'on ne connaît pas vraiment les règles du jeu, créer du lien et de l'intuition personnelle est plus compliqué. Donc voilà, je me rappelle de ce moment-là. Un deuxième, c'était la soirée d'intégration, où je me rappelle encore qu'il fallait boire, être alcoolisé pour s'intégrer à l'équipe. Ouais. Et je n'aimais pas la bière. Voilà, donc mon boss m'a dit, non, il va falloir que tu t'y mettes. Il va falloir que tu boives. Voilà. D'accord. Donc il était 4h du matin, ils étaient tous un petit peu alcoolisés, donc je me suis un petit peu sentie seule à ce moment. Mais ce que j'ai envie de dire par rapport à ça, c'est que il n'est pas utile d'être comme les autres, vraiment. Il faut garder les épaules hautes et épater autrement et créer du lien autrement qu'en faisant comme la moyenne du groupe. Pour ma part, je me suis dit, je vais le faire à travers le sens du travail bien fait, mais surtout l'entraide et surtout le one-to-one. Donc vraiment créer des moments avec chacun des membres de l'équipe
Donc Voilà, pas davantage forcément en que soirée, le groupe, quoi. effectivement, Faire voilà. comment dire, de la relation de qualité, si je puis dire. Exactement. Merci pour cette réponse. Il y a NJ que l'on salue et qui vous demande comment être prise au sérieux quand on est une femme souriante, aimable et sociale. Ce que vous êtes. On peut le C'est dire, gentil, merci Claire Quentin. Gomard. Eh bien, je trouve que ce sont de magnifiques qualités d'être souriante, aimable et sociale. Mais ça ne veut pas dire que on dit oui à tout ce qu'on nous demande. Et d'ailleurs, il est nécessaire d'agir en ligne avec ses convictions. Donc, pour moi, le plus important, me semble-t-il, c'est de pouvoir communiquer ses pensées et d'agir en conséquence. Donc, le dire avec douceur, amabilité est une vraie force. Entendu. C'est amusant cette question m'amuse beaucoup. Comment être prise au sérieux quand on est une femme souriante, aimable et sociale? Ça voudrait dire qu'en fait, pour être prise au sérieux, il faut être glacial, avoir une tête hostile. Finalement, ce qui est ridicule quand on y pense. Ça n'a rien à voir avec c'est pas comme ça qu'on crée des liens pour le coup. On est d'accord. Lucille vous demande, Lucille que l'on remercie, vous demande, vous dit, enfin plutôt, beaucoup de femmes refusent les codes de conduite des cercles dirigeants. Comment faire évoluer ces codes-là? Non, pardon, ça je l'ai déjà posé tout à l'heure. C'était pour Clara. À moins que vous souhaitez. Très bien. À moins Donc, que vous souhaitez. La question des femmes et des codes dans les cercles de dirigeants. Parfaitement, oui. Eh ben, on peut y revenir. Allons-y. Oui, donc moi c'est pareil. Donc j'ai peut-être vécu quelques moments de solitude aussi, et j'en vis encore parfois. Toujours, moins peut-être. En fait, le sujet, c'est que vous avez quelques clubs de dirigeants exclusifs, qui sont exclusifs aux hommes. Donc les grands patrons se rassemblent souvent à petit-déj et déj dans des cercles pour discuter business, et les femmes peuvent être autorisées, enfin sont autorisées, mais en tant qu'invitées. Et effectivement, on peut se sentir un peu inférieur. On ne comprend pas forcément pourquoi on n'est que toléré alors que certains sont invités et font partie du cercle, membres, quoi. Exactement. Ouais. Donc, ce que j'ai envie de dire en réponse à ça, c'est finalement il faut choisir ses combats et s'engager dans des cercles qui prônent les valeurs de la liberté, de l'égalité, de la fraternité. Me semble peut-être plus pertinent. Certaines femmes choisissent des cercles de femmes, d'autres des cercles mixtes. Pour ma part, en fait, j'ai choisi de du coup créer mon espace. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, on a le club Care Capital qui rassemble les dirigeants, les dirigeantes en région. Okay. Donc, on a organisé plus de 50 clubs, rassemblant 800 dirigeants au total ces 3 dernières années. Et donc, j'ai envie de dire, être acteur en créant son propre espace d'échange peut être une des solutions. Donc créer soi-même, oui, c'est finalement. Exactement. Voilà. On n'est jamais mieux servi que par soi-même dans certains cas. Il nous reste 2 minutes, Claire Gomard. Donc comme d'habitude, évidemment, je vous remercie pour toutes vos questions auxquelles on pourra répondre, mais pas dans 40 minutes le direct parce que je dois respecter le temps imparti. Néanmoins, Sophie dit, dans certaines entreprises, les augmentations sont décidées annuellement par un jury paritaire homme-femme de salariés qui change chaque année. Une idée intéressante, dit Sophie. Qu'en pensez-vous? Je pense que le plus important, c'est de se mettre en ordre de bataille et de montrer des solutions en matière d'homogénéisation des salaires. Et donc, le plus important pour moi, c'est que chaque entreprise crée sa propre politique interne en matière de diversité, équité, inclusion. Et ce n'est pas grave de faire des erreurs ou d'avoir des solutions qui soient à moitié performantes. L'objectif, c'est vraiment d'être sur une tendance de progression en matière de mise en œuvre. Et donc, à notre niveau, nous avons créé en fait le club D&I qui rassemble les leaders du D&I des grands groupes et qui apprécient énormément échanger entre eux sur leurs bonnes pratiques et leurs challenges en matière d'amélioration de la politique interne de mobilité interne et de fixation des salaires. Donc, je pense qu'il ne faut pas être négatif, mais très positif à partir du moment où une entreprise a au sein de son COMEX un responsable ou en tout cas une personne qui travaille sur ces sujets. Merci Claire Gomard. Donc c'est l'heure de clôturer cette émission. Vous nous avez suivi avec assiduité. On vous remercie infiniment. C'est le moment de découvrir les résultats du sondage lancé en début d'émission. Alors je vous rappelle la question. Pensez-vous que la loi est un outil efficace pour atteindre l'égalité homme-femme? La réponse est oui pour 70% des votants et non pour 29%. Ça vient de changer. 71% et 29%. Vous êtes combien? Vous êtes beaucoup à avoir répondu. Je crois que vous êtes précisément
759 votes, 1000 pardon, à avoir répondu. Je vous remercie de votre participation et je vous souhaite une bonne fin de journée, un très bon 8 mars et à très bientôt pour de nouvelles aventures et une nouvelle émission de 40 minutes, le direct. À très bientôt.